Bien, bonjour à tous et merci à la DHGP de nous avoir conviés à ce premier panel dans le parcours de l'œuvre d'art. J'ai le plaisir d'être entouré aujourd'hui de trois intervenants. Madame Robert, qui est vice-présidente du Sénat, et Stéphane Coréard, qui est critique d'art, galeriste et expert en art contemporain, je crois qu'on peut le dire, et Emmanuel Tiblou, qui est directeur de l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Alors, le thème scientifique, Tristan Azzi vient de vous le dire, aujourd'hui est celui du parcours de l'œuvre d'art. Et ce qu'on attend généralement d'un juriste, c'est que le parcours soit bien balisé. Et c'est le cas. La route est en effet assortie d'un nombre de panneaux indicateurs, mais bien sûr, il peut arriver que sur cette route, il y ait parfois du brouillard, c'est peut-être un peu le cas en matière d'intelligence artificielle aujourd'hui, ou que la route soit en travaux, ça sera le cas sans doute lorsqu'on évoquera la question des faux artistiques. Dans l'ensemble, je vous l'ai dit, il y a une certaine signalétique présente, ce qui devrait nous aider, notamment pour la première étape, comme l'a indiqué Tristan Azzi, celle de l'entrée de l'œuvre dans le champ du droit d'auteur, sur la voie royale, en quelque sorte, du droit d'auteur. Alors, je vous ai dit, il me revient l'honneur de rappeler quelques principes fondamentaux. Tout le monde les connaît. Les choses devraient être dans cette première étape très simples, mais il peut arriver que la signalétique que j'évoquais soit parfois pas plus facilement compréhensible que certaines œuvres d'art. Et vous allez voir que les choses sont parfois un peu floues dans la mise en œuvre de ces principes. Alors, pourquoi? D'abord, sans doute, parce qu'il faut rappeler une évidence, le champ du droit d'auteur et le champ des œuvres d'art se croisent, se recoupent, mais ne sont pas totalement identiques. Et cela pour deux raisons. La première, c'est que le droit d'auteur est plus large que le champ des œuvres d'art. Il couvre par exemple des choses aussi artistiques que des logiciels ou des cendriers, un porte-bagages de vélo. Et aussi parce que le droit d'auteur peine à accueillir certaines œuvres que les spécialistes considèrent comme étant des œuvres d'art, mais que les juristes ne voient pas forcément comme des œuvres de l'esprit. C'est le cas, par exemple, lorsque, et c'est ce que dit la jurisprudence, on a peine à découvrir une forme sensible. Alors, ça peut être le cas pour certaines œuvres dites œuvres d'art conceptuelles, mais c'est le cas aussi, par exemple, et c'est l'exemple le plus évident, des fragrances de parfum, qui ne sont pas protégées par le droit d'auteur, car le juge est incapable de voir où se situe la forme qui serait porteuse d'une protection. Alors, le problème est plus compliqué pour les arts, parce que dans le fond, certaines tendances artistiques veulent s'émanciper du premier grand principe de droit d'auteur, qui est la dichotomie entre la forme et l'idée. Le droit d'auteur ne protège que la forme, il ne protège pas l'idée. Dans les œuvres d'art modernes, il y a beaucoup d'idées et parfois moins de formes. Donc il peut y avoir ici une difficulté. Mais lorsque forme il y a, on peut asséner un axiome qui est devenu un axiome universel, qui est celui-ci: le droit d'auteur naît de la création d'une œuvre dont la protection est accordée à son auteur. Alors, la formule est facile, on la répète à l'envi, mais il faut savoir que ni les traités internationaux, ni la loi française n'ont pris soin de donner de définition des deux notions clés qui nous réunissent dans ce premier panel, c'est-à-dire celle d'œuvre de l'esprit ou celle d'auteur, c'est-à-dire ce sur quoi repose dans le fond tout le droit d'auteur. Alors, ça peut paraître étonnant, en me plongeant dans l'histoire des traités, j'ai constaté que dans le fond,
ceux qui ont négocié les différents textes disaient « mais non, ça ce sont des évidences, on ne va pas perdre du temps à essayer de définir des évidences ». Alors, ce sont peut-être des évidences, mais vous allez voir tout de suite qu'on a un petit peu du mal à s'y retrouver. Alors, essayons de progresser. Pour la jurisprudence, qui, elle, est obligée de mettre les mains dans le cambouis et dire ce qu'est une œuvre, ce qu'est un auteur, pour la jurisprudence, une œuvre est une forme originale et un auteur est la personne physique qui crée l'œuvre originale. Vous constatez tout de suite qu'en facteur commun, il y a l'idée d'originalité. Alors, comment savoir qu'une œuvre est originale ? La loi ne le dit pas. La loi ne le précise pas. Elle emploie le mot original, mais dans un tout autre sens, avec une autre acception pour un autre rôle en matière de droit de suite. On retrouve ici des œuvres d'art, mais c'est sans aucune utilité pour le débat qui nous réunit ici. Il faut donc s'en remettre aux juges. Et que nous disent les juges ? Eh bien, dans le fond, l'originalité est une notion, on va dire, subjective, qu'on ne doit pas confondre avec une notion objective, chronologique, qui est la nouveauté. Bon, ça c'est simple. Encore que, à mon avis, il y a une part de nouveauté dans l'originalité, mais on ne va pas rentrer dans ces débats subtils. En fait, si on poursuit l'analyse de la jurisprudence, on trouve de l'originalité la définition suivante. L'œuvre originale est celle qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. Porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. Alors ici, on peut être un peu perplexe, ce n'est pas un raisonnement très juridique, et on peut même être pris de vertige, puisque, si on y réfléchit bien, la jurisprudence définit l'œuvre en prenant en considération la personnalité de l'auteur, tandis que l'auteur est envisagé comme celui qui a créé l'œuvre. On est en plein raisonnement circulaire qui n'apporte absolument aucune précision. Vous savez, c'est comme dans ces dictionnaires où, pour définir un mot, on renvoie à un autre qui fait un retour à l'envoyeur. On n'est pas plus avancé, mais il faut se débrouiller avec. La Cour de justice, elle, a une formule qui résume ce raisonnement circulaire. On parle de création intellectuelle propre à son auteur. Alors, c'est flou, mais ça a au moins un avantage, un mérite, c'est que dans le fond, insister sur la personne de ce créateur, c'est rappeler que le droit d'auteur doit être humaniste, qu'il est fait pour les personnes physiques, et que l'auteur est véritablement le centre de la construction juridique. Reste que tout cela est flou et qu'il faut trouver un oracle de l'originalité, puisque c'est le fondement de tout le droit d'auteur. Alors, le plus souvent, ces imprécisions ne prêtent pas conséquence. L'œuvre existe, elle vit son petit parcours, loin des prétoires, et il n'y a aucun souci. Mais quand un contentieux naît, il faut savoir ce qu'il en est. Et là, il faut essayer de démontrer l'originalité de l'œuvre. Le créateur est le mieux placé, puisque c'est l'empreinte de sa personnalité. Mais de vous à moi, le créateur, il est la plupart du temps absent, totalement absent des procès. Ce sont deux entreprises qui se disputent, et je n'ai jamais vu un juge dire « Gendarme, allez me quérir l'auteur pour qu'il vienne m'expliquer son projet artistique, histoire de voir si on est dans une protection ou une absence de protection. » Donc, que faire dans ce cas-là? Parfois, la tâche, on parlait de photographe, la tâche est insurmontable. Je suis photographe, 5000 photographies. Comment je vais démontrer l'originalité des 5000 photographies? Imaginez la taille des conclusions de l'avocat, plus épaisse qu'un annuaire. Alors, dans ce cas, il n'est pas rare que l'auteur succombe. Dans une affaire même, la créatrice d'un jeu de cartes était tellement dépitée de ne pas arriver à démontrer l'originalité de son œuvre qu'elle avait plaidé en vain que l'exigence d'originalité posée par le Code était contraire à la Constitution. Quoi qu'il en soit, je l'ai dit, les artistes souvent succombent et des voix se sont fait entendre pour rappeler
de leur vœu une intervention législative dont il sera question dans quelques minutes. Alors, pourtant, si on veut bien y réfléchir, on succombe alors que le droit d'auteur est très accueillant. Le droit d'auteur n'exige pas de formalité, il n'exige pas de forme d'expression particulière, de destination, de processus de création, de mérite, de genre. La Vierge ou l'enfant ou l'origine du monde, pour le droit d'auteur, c'est la même chose. C'est protégé de façon indifférente. Alors, pourquoi ces difficultés? Comment les résoudre? Nous allons le voir dans quelques instants. Mais il y a la deuxième notion. Ayant éventuellement franchi l'obstacle de la première notion, qu'est-ce qu'une œuvre? Il faut savoir ce qu'est la deuxième notion, qu'est-ce qu'un auteur? Et ici, les choses sont peut-être plus simples parce que le législateur, sans définir l'auteur, a pris soin de dire « je vais poser une présomption suivant laquelle la personne sous le nom de laquelle l'œuvre est divulguée sera présumée l'auteur ». Il ne s'agit que d'une présomption simple, elle peut être combattue, et une personne qui n'a pas signé peut éventuellement se voir reconnaître auteur, tandis que celui qui avait signé perd sa qualité d'auteur. C'est donc simple, sauf que, de plus en plus, il y a un nombre important d'intervenants dans la création. C'est vrai pour des industries comme le cinéma, mais c'est vrai aussi pour une activité créatrice qui est généralement présentée comme individuelle. Et ici, on a un vrai problème parce qu'il peut arriver que le temps de la conception et le temps de l'expression, de l'exécution soit dissocié. Et que se passe-t-il dans ce cas? Si on fait une analyse juridique stricte, dure, eh bien, on arrive à la conclusion que celui qui ne fournit qu'une idée, pas assez précise, ne peut pas être regardé comme auteur. Quant à celui qui n'apporte que la main, il n'est qu'un simple exécutant, un simple façonnier, il ne peut pas être regardé comme auteur. Voilà donc une création qui est sans auteur. Situation absurde, chacun va revendiquer la qualité d'auteur et les problèmes naissent souvent quand les deux simultanément revendiquent cette qualité d'auteur. C'était le procès Guinaud-Renoir. La problématique n'est pas nouvelle, elle n'est pas nouvelle, mais elle est récurrente. Elle est récurrente puisque, par exemple, dernièrement, vous avez tous eu connaissance du procès opposant Daniel Druet à Maurizio Cattelan, enfin, opposant non directement, mais opposant quand même les deux auteurs, et qui sera évoqué tout à l'heure par Stéphane Coréard. Dans ce procès, on revient à la question essentielle, qui fait l'œuvre? Et est-ce que c'est celui qui conçoit? Est-ce que c'est celui qui réalise? Est-ce que c'est celui qui dirige les opérations? Est-ce que c'est celui qui met la main à la pâte? Ce qui conduit à un débat beaucoup plus large, qui est celui de savoir s'il ne faut pas revisiter la notion d'auteur, laquelle est consubstantielle, on l'a dit, à celle d'œuvre, ce qui signifie qu'en réalité, on remet à plat des notions absolument fondamentales, alors même que la matière est elle-même agitée par l'arrivée, le tsunami de l'intelligence artificielle. Alors, on m'avait demandé d'exposer les principes. J'ai essayé d'être clair. Si ça ne l'est pas, ça n'est pas que de mon fait, c'est que véritablement la matière ne l'est pas. Et ça va être encore peut-être plus compliqué quand on va voir comment ça marche. D'où l'intérêt des trois intervenants ici présents. Comment est-ce que, effectivement, dans la vraie vie, ces concepts clés fonctionnent? Je vais d'abord me tourner vers Sylvie qui a pris l'initiative, ayant entendu la plainte des auteurs et de certains juristes, a entendu cette demande d'évolution sur la notion d'originalité. Elle a rédigé une proposition de loi qui est porteuse d'une solution nouvelle. Dans certains cas, l'originalité pourrait être présumée. Alors, où est-ce qu'on en est, Sylvie ? Pas très loin, cher Pierre.
Non, plus sérieusement, d'abord vous remercier de m'avoir invité et remercier Pierre Sirinelli pour l'introduction qu'il vient de faire de cette table ronde. On voit la complexité du sujet et en même temps, vous l'avez vraiment, je trouve, défriché de manière extrêmement intéressante. Et pour la parlementaire que je suis, vous ne l'avez pas fait, mais indirectement, peut-être aussi dessiner le contexte dans lequel on est. En fait, cette question du droit d'auteur, du code de la propriété intellectuelle, de tout cet univers qui effectivement entoure ce que la France a marqué de façon extrêmement forte et politiquement, la ministre le disait, de son empreinte, cette question de la protection du droit d'auteur, finalement, cette question, elle revient régulièrement. Il y a eu la question de la transposition de la directive, droit d'auteur, droit voisin. On a eu, j'y ai pris ma part, la question de la négociation avec Google. Il y a eu la question aussi, vous l'avez entendu, de la rémunération pour copie privée avec les questions de reconditionnement. On voit que finalement, au Parlement, mais globalement, cette question-là, elle revient. Et parfois, elle revient par des chemins un peu détournés ou finalement, de façon assez claire, mais en même temps jamais vraiment dite, la question du droit d'auteur est quand même, si ce n'est contestée, du moins toujours un peu remise en question. Donc il faut faire attention. Et on voit bien aujourd'hui que le contexte européen, et forcément singulièrement le lien avec l'intelligence artificielle, reviennent en boomerang sur la question de la transparence, de l'éthique, pour nous rappeler que la question de la protection du droit d'auteur est un sujet qui finalement va continuer et continuera toujours, mais demande beaucoup de vigilance. Alors, dans ce contexte-là, j'ai été saisie, alors il y a quelques mois, effectivement, par un certain nombre d'acteurs, notamment de la DAGP, mais pas seulement, des travaux du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, le CSPLA, qui a beaucoup travaillé. Et je remercie les auteurs et toutes celles et ceux qui y ont participé pour convenir qu'à un moment, cette zone de flou, en tout cas, avait quand même une conséquence assez forte, assez importante, notamment en phase de contentieux, qui était la difficulté pour les créateurs de défendre, entre guillemets, effectivement, la preuve de l'originalité de leur œuvre. Alors moi, je vous avoue que c'était un sujet que j'avais pas complètement intégré. C'est vrai que c'est d'une telle complexité et la jurisprudence, vous n'en avez pas parlé ou un peu, mais est très longue. Et moi, d'emblée, j'ai dit aux acteurs, mais laissons faire la jurisprudence et à un moment, on pourra de toute façon faire en sorte que les choses s'amélioreront. Alors pourquoi avoir déposé cette proposition de loi pour finalement cranter quelque chose? J'avais pas, quand je l'ai fait, je l'ai déposé au printemps dernier avec un temps de réflexion assez long pour me dire est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que dans le contexte actuel, ça peut en tout cas avoir un écho qui permette d'aider, de reposer toutes ces questions et puis d'agir par forcément réflexion, analyse, pression sur l'ensemble des acteurs qui à un moment, et on le voit sûrement et surtout au niveau européen aujourd'hui, eh bien, peuvent en tout cas douter de ces sujets-là. J'irai aussi sur une autre dimension qui avait été d'actualité à l'époque, puisque c'était au printemps, et je venais de travailler sur une proposition de loi de mon collègue Bernard Fialaire sur les fraudes en matière artistique pour réformer la loi Bardoux de 1895. Et d'ailleurs, je fais un petit aparté, c'est très rigolo, parce que je trouve ça très intéressant, le titre de cette table ronde, « L'œuvre et son auteur ». Je me suis dit que d'habitude, c'est l'auteur et son œuvre.
Et c'est très intéressant parce qu'on parle du droit d'auteur, j'aurais pu là parler du droit de l'œuvre, et on voit bien que les deux piliers non seulement sont complémentaires, mais nous interrogent aussi. Et la loi Bardoux, en tout cas le travail que l'on a mené sur cette proposition de loi, très compliquée, nous ont imposé à modifier le logiciel, en parlant d'abord de l'œuvre. Donc voilà, je ferme la parenthèse, mais c'était très intéressant. Donc pourquoi cranter? Donc vous voyez, j'ai souhaité effectivement du coup déposer cette proposition de loi parce que intuitivement j'ai senti qu'il y avait matière à du coup réalimenter tous les débats autour de cette question-là. Et puis surtout la préconisation qui était envisagée par le CSPLA sur la question était intéressante parce qu'elle avait finalement pour finalité de rééquilibrer ce qu'on appelle le partage de la charge probatoire de façon à pouvoir à un moment, je dirais, rééquilibrer aussi le droit de défense des créateurs. Et pour cela, il était donc, et c'est l'objet de ma proposition de loi, indiqué de modifier un article du Code de la propriété intellectuelle en demandant à ce que la contestation sur l'originalité d'une œuvre soit motivée et fasse naître un doute sérieux pour être recevable. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que je pousse un peu, j'enfreins un peu, je limite un peu le pouvoir d'appréciation des juges en demandant aux juges, en phase de contentieux, on est d'accord, hein, de prouver qu'il a un doute sérieux sur l'originalité de l'œuvre. Donc, ça permet à la fois d'équilibrer, mais surtout, ça permet aussi de démontrer quoi? Et j'ai été assez frappée lors d'un colloque, je crois que c'était au printemps dernier, qui avait été organisé par la SAIF, à la SCAM, où il y avait déjà ces questions-là. J'avais été assez frappée de voir que c'était vraiment un parcours du combattant pour un certain nombre d'artistes, mais vous l'avez dit. Je n'avais pas mesuré à quel point c'était aussi long, aussi coûteux, et surtout parce que, on le sait, il y a eu aussi dans la jurisprudence, Cour de cassation, un certain nombre de dispositions qui sont rentrées en vigueur, qui demandent à ce que cette preuve-là soit fondée, en tout cas motivée, œuvre par œuvre. Alors même que nous sommes dans un contexte aujourd'hui où le numérique, où sur la question des arts visuels, des arts graphiques, on voit bien que c'est beaucoup plus important que pour les autres arts. Il y a forcément des contestations sur parfois des centaines et voire même des milliers d'œuvres. Et je peux vous dire que depuis le dépôt de cette proposition de loi, j'ai des témoignages de photographes, d'artistes qui m'envoient en ce moment ce qui est leur actualité et réalité quotidienne parce qu'ils se sont fait piller 100, 200, voire 1000 œuvres et qu'ils doivent prouver œuvre par œuvre l'originalité. Donc l'originalité, c'est-à-dire cette, on va dire, preuve que, et c'est pas eux en plus directement, que identité, je ne sais pas, en tout cas, c'est là où vous l'avez bien énoncé, ils sont finalement l'auteur de ces créations artistiques. Donc vous voyez que c'est extrêmement complexe, c'est encore assez vertigineux comme champ de réflexion, et je n'ai pas la prétention, et je le dis, de considérer que c'est ce qui réglera la question de l'intelligence artificielle demain, pas du tout, mais c'est peut-être une première brique et c'est peut-être un premier signal pour considérer et convenir que ce champ-là est encore à travailler, à explorer, voire même à légiférer, mais que dans la complexité aussi d'usage et forcément d'un contexte qui va très très vite et qui est finalement assez dense sur ces problématiques-là, on a besoin collectivement, je dis bien collectivement, eh bien, d'une solidarité à toute épreuve pour continuer à protéger le droit d'auteur. Et pour terminer, je voudrais vous dire que je suis en discussion avec la chancellerie, parce que forcément, vous imaginez bien
que mon texte ne plaît pas à la chancellerie, puisque je limite le pouvoir d'appréciation des juges, mais je dois vous dire que c'est plutôt une discussion positive et constructive. Et je terminerai là, Monsieur Sirinelli, eu égard au contexte que j'évoquais en amont, qui est qu'aujourd'hui, au niveau européen, par rapport à l'IA, par rapport à tout ce qu'on entend aussi, et qui reviendront sur un certain nombre de sujets. Et je peux vous dire qu'au Parlement, nous aurons de nouveau des débats de cette nature-là. Eh bien, ce serait aussi montrer que la France est toujours attachée à la protection du droit d'auteur et à la propriété intellectuelle. Voilà, merci. Merci, Madame la sénatrice. Dans le fond, tout à l'heure, Tristan Azzi parlait de parcours. Il y a aussi un parcours du combattant pour la parlementaire qui essaye de faire passer, oui, de défendre une bonne cause. Pour ça, je ne dis pas très loin, je suis au début, là. Oui. J'avance, mais il y a besoin encore beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Et je pense, pardon de reprendre la parole, je pense que le texte que j'ai déposé, qui est une première pierre, mais je suis quelqu'un qui est, voilà, aussi... sait aussi travailler, trouver des compromis. Je suis au Sénat, mesdames et messieurs. Donc je sais trouver des compromis, j'essaie d'être constructive sur le sujet. Je pense que ce texte va évoluer et que la chancellerie aussi me poussera à peut-être modifier un certain nombre de termes. Mais si c'est en tout cas pour l'intérêt général et pour avancer sur le sujet, je n'y verrai qu'avantage. Merci. Vous avez raison de souligner qu'on parle de droit d'auteur, mais que dans le fond, l'œuvre vient en premier. S'il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas d'auteur. C'est aussi simple que pour le droit. Je suis sûr que la salle est peuplée d'auteurs, mais pour le droit, il n'y a pas d'auteur s'il n'y a pas d'œuvre. Alors, justement, passons au deuxième concept fondamental, clé, celui d'auteur. Dans une tribune publiée par Le Monde, dans son édition du 15 mai 2022, au moment du procès initié par Druet, de nombreuses personnalités ont appelé à trancher en faveur de l'artiste italien, dénonçant, je cite, « un risque de disqualification de l'art conceptuel si on avait l'idée de revenir sur des siècles de dissociation salutaire entre le corps, les mains qui façonnent, et l'esprit, l'idée de l'artiste, le concept véhiculé. » Alors, je me tourne vers Stéphane Coréard. Vous avez, je crois, pris vous-même part au débat qui existait à l'époque. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Bonjour, d'abord, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez en penser, ni ce que chacun doit en penser, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut rappeler ce qu'était cette affaire, effectivement, Druet contre Catalan. Daniel Druet est un sculpteur, prix de Rome, un artiste qui a sa propre pratique artistique et qui, à un moment donné, a été employé par Maurizio Cattelan pour réaliser un certain nombre de ses sculptures dont il avait l'idée, notamment Hymne, qui représente Hitler à la taille d'un enfant agenouillé en train de faire une prière, ou la Nonna Aura qui représente Jean-Paul II terrassé par une météorite. Quand il a vu que l'œuvre avait été divulguée sans que son nom soit jamais cité et sans qu'il touche une rémunération qui soit proportionnelle à celle qu'il estimait que Maurizio Cattelan avait perçue, effectivement, Daniel Druet a fait un procès qui sans doute était maladroit. Il n'a pas attaqué, comme vous l'avez dit, directement Maurizio Cattelan, mais le fond de l'affaire, il me semblait intéressant. D'abord parce qu'il révélait une pratique qui est courante dans l'art contemporain, mais qui était assez largement ignorée, je pense, par une partie du public, qui est que de nombreux artistes aujourd'hui, n'ayant pas les savoir-faire techniques qui leur permettent de réaliser leurs idées, finalement les font réaliser par d'autres, ce qui pouvait être le cas, par exemple, à l'époque de l'art conceptuel, ça pouvait être par une usine. C'est une chose, mais quand ce sont des artistes comme Daniel Druet qui viennent donner forme à une idée, effectivement, on se trouve en face d'un véritable problème, qui est un problème qui se pose aussi, je crois, d'un point de vue juridique. Au fond, et j'ai noté un mot que vous avez dit, Monsieur Sirinelli, pour introduire cette table ronde qui me semble intéressant, c'est que vous avez dit que le droit d'auteur devait être un droit humaniste. Au fond, finalement, ce que réclamait Daniel Druet, c'est d'être traité avec une forme d'humanité, c'est-à-dire que sa participation à l'œuvre soit reconnue, c'est-à-dire qu'il ait cette forme de reconnaissance et qu'il ait cette forme de rémunération.
Ça me paraît effectivement une revendication de ce point de vue-là légitime. Je ne demande à personne de le penser, mais c'est en tout cas ce que moi je pense. Et ce qui me semble intéressant aussi, c'est la temporalité. C'est-à-dire que la DAGP est née en 1953. Globalement, l'évolution de la notion d'auteur est sans doute constante au cours des siècles, mais c'est accéléré effectivement avec des pratiques de l'art contemporain et de l'art conceptuel qui, elles, naissent finalement dans les années 60. Donc peut-être que la vision de l'auteur n'est pas la même aujourd'hui, ou n'est pas la même dans les années 60, aujourd'hui, ou dans les années 1950. C'est là où il faudrait peut-être désambiguiser, j'ai bien aimé le terme de Laurence Angèle, la question de savoir qui est l'auteur. Puisqu'effectivement, on parle souvent c'était le cas d'ailleurs des signataires de cette tribune pour évoquer ces pratiques dans l'art contemporain. On fait volontiers le parallèle avec ce qui se passait dans les ateliers de la Renaissance. Ce qui me semble totalement illogique, puisque au contraire, les ateliers de la Renaissance étaient organisés de manière extrêmement pyramidale, avec à leur tête un grand maître, un artiste, qui possédait précisément un savoir-faire que les autres ne possédaient pas, et qui venait l'apprendre, l'acquérir auprès de lui, avant de prendre leur envol. Et par exemple, dans l'atelier de Rubens, il existait 5 types de prix pour les œuvres les plus chères étant naturellement celles qui étaient totalement conçues et réalisées par Rubens à 100%. Mais il pouvait y avoir des praticiens, entre guillemets, comme Van Dyck, par exemple. Un tableau qui était peint par Van Dyck et retouché par Rubens était immédiatement en dessous dans la tarification, je dirais. J'ai noté, je voulais vous parler, par exemple, d'une anecdote qui me semble assez éclairante. Quand en 66-67, en France, le groupe BMPT, constitué de Daniel Buren, Olivier Mosset, Michel Parmentier et Neil Toroni, s'est constitué pour faire une espèce de tabula rasa de la peinture, chacun s'est emparé d'un signe très simple qu'il a multiplié sur des toiles. Donc pour Olivier Mosset, c'était le cercle. Pour Buren, on le sait, les rayures verticales. Pour Toroni, les empreintes de pinceau. Et pour Parmentier, les rayures horizontales. Tout de suite, ces pratiques ont été pensées par les artistes comme interchangeables. Il y a eu une manifestation où chacun a peint une toile à la manière des 3 autres et l'a signée de son nom. Ce qui d'ailleurs était pouvait paraître paradoxal dans le débat qui nous anime, puisque ça voulait dire que finalement c'est celui qui réalise l'œuvre qui la signe et non pas celui qui en a eu l'idée, ce qui pourrait paraître aller contre le camp de l'art conceptuel. Le plus espiègle des 4, Olivier Mosset, en 1974, décide de réactiver finalement cette interchangeabilité et fait une exposition chez Daniel Templon de toiles rayées verticales, de la même dimension, des mêmes rayures que celles de Buren. Et là, il y a un pataquès invraisemblable dont je vous épargnerai les détails. Mais ce qui me semble intéressant, c'est que dans un article qu'a écrit un grand historien d'art, Arnaud Pierre, sur la question, il conclut « On pourrait en effet écrire une histoire de l'art qui ne serait que l'histoire des fluctuations de la notion d'auteur et des limites contingentes de l'originalité. » Donc là, je crois qu'on est au cœur du débat. Et quand je dis qu'effectivement, c'est un débat qui s'est accéléré avec l'art conceptuel, je vous citerai 2 phrases de deux grands artistes qui posent les termes du débat. C'est Robert Filliou qui déclare que l'artiste contemporain est un génie sans talent. Et Joseph Kossuth, qu'on considère comme l'inventeur de l'art conceptuel, qui dit « L'idée de l'art et l'art sont la même chose ». Effectivement, là, on voit bien le paradoxe dans lequel on se trouve par rapport à l'art contemporain, puisque par rapport au droit, l'idée, comme vous l'avez rappelé, n'est pas protégeable. Seule la forme l'est. Donc on pourrait dire finalement le génie n'est pas protégeable, seul le talent l'est. Alors effectivement, la question, je pense, prend un tour encore plus intéressant de mon point de vue je dirais, de critique d'art, parce que on admettait, disons, même si ça pouvait faire débat, que des artistes ne réalisent pas eux-mêmes leurs œuvres quand ils en étaient empêchés, mais qu'ils restaient les créateurs d'un univers visuel qui leur était propre. Vous avez cité Guinaud, par exemple. Effectivement, en 1910, quand Renoir est atteint d'une polyarthrite rhumatoïde qui fait qu'il ne peut quasiment plus peindre, Ambroise Vollard, son marchand, on parlera des marchands après, a l'idée géniale de lui faire de la sculpture. Il n'est évidemment pas plus apte à faire de la sculpture que de la peinture à ce moment-là, mais il demande à Rodin un conseil pour un praticien qui pourrait mettre en sculpture les dessins, les aquarelles de Renoir, et Mayol, qui à l'époque est trop célèbre, refuse, et c'est Guinaud que Rodin considère ou Mayol considère comme son élève le plus doué qui va s'en charger.
la supercherie est construite comme telle, je dirais, depuis le départ, parce qu'il y a même un film qui est commandé par Volard où on voit Renoir retoucher une tête avec ses mains malhabiles, il en est bien. Mais tout est fait pour faire croire que c'est Renoir lui-même qui est l'auteur des sculptures. Et ce sera bien plus tard, je crois que c'est en 71, finalement, que le jugement est rendu, que Guinaud sera reconnu comme co-auteur des œuvres qui étaient signées jusque-là exclusivement Renoir. Un autre cas qui me semble assez similaire, c'est celui de Rodin, qui, dans la fin du XIXe siècle, apparaît comme un grand sculpteur, le maître de la pierre. Tout le monde s'émeut sur la qualité de ses marbres. Or, Rodin n'a jamais taillé un marbre. Il était bien incapable de tailler, il ne savait que modeler. Donc il avait des praticiens qui faisaient les marbres pour lui. Et le scandale, entre guillemets, éclate en 1900, quand on révèle qu'il y a une véritable usine, ça lui est reproché, d'ailleurs on parle de l'usine Rodin, mais enfin il ne fait pas de doute que c'est Rodin lui-même, qui était un immense sculpteur, qui faisait ces terres, ces plâtres, qui ensuite servaient de modèle. Le problème, à mon avis, est largement différent dans l'affaire Maurizio Cattelan-Druet, puisqu'effectivement, Maurizio Cattelan est bien incapable de réaliser lui-même le modèle visuel qui pourrait servir à Druet. D'ailleurs, il a reconnu qu'il lui a envoyé un fax. Il lui a dit « Je veux Hitler agenouillé de telle taille ». Et évidemment que la conception est celle de Cattelan, mais la mise en forme lui est largement étrangère. Et ça, c'est le cas aujourd'hui pour la plupart des stars de l'art contemporain, quand bien même le public l'ignore. Par exemple, ça a été révélé quand Damien Hirst a fait, il y a une quinzaine d'années, pour la première fois, une exposition de peintures faites de sa main, qui d'ailleurs a été un flop insensé. C'était des peintures soi-disant hommage à Bacon, et ces peintures ne sont plus jamais réapparues, ni sur le marché, ni sur son site internet, ni même dans les monographies qui lui sont consacrées. Il y a une réécriture totale. Donc moi, il me semble, par rapport à ça, si vous voulez, qu'il serait très utile pour l'information du public, pour la juste rémunération humaniste des différents intervenants et de la reconnaissance qui doit leur être apportée, qu'on admette qu'une part de l'art contemporain, finalement, est constituée d'œuvres collectives dans lesquelles différents créateurs apportent leur propre talent, finalement, et pourraient, exactement comme dans le cinéma, être reconnu comme co-auteur. Je rappelle que dans le Code de la propriété intellectuelle, un certain nombre de gens qui concourent à la réalisation d'un film sont considérés comme des co-auteurs. C'est le cas du réalisateur, évidemment, mais aussi du scénariste, du dialoguiste, du créateur de la musique originale, voire même de celui qui aurait fait le premier film ou le roman, d'où le film serait adapté. Et cette liste n'est pas limitative. Ça veut dire qu'on peut très bien décider contractuellement au moment de la réalisation du film, par exemple, que le chef opérateur ou qu'un acteur même serait co-auteur, et dans quelque chose de beaucoup plus collaboratif, participatif, où chacun a le droit d'être cité, d'être reconnu. Il faut évidemment, à mon avis, que la pratique du générique se généralise dans l'art contemporain quand ça a lieu, évidemment pas quand les artistes continuent à travailler à l'ancienne, entre guillemets, tout seuls. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que Druet a tapé trop fort? Sur le principe, il n'y a aucun doute sur le bien fondé de sa démarche, mais il ne désirait pas, comme dans Guinaud-Renoir, être associé, être co-auteur. Il désirait évincer Cattelan. Naturellement, il a demandé, effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles il a été débouté, il a demandé à être considéré comme l'auteur exclusif. Moi, je prends ça comme une provocation, presque comme un happening de sa part. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a aujourd'hui un deux poids, deux mesures qui me paraît intenable et qui ne va pas pouvoir durer. Je vais vous donner un exemple qu'on peut tous aujourd'hui constater. Si vous allez au musée Picasso, il y a une exposition de Sophie Calle qui s'appelle « À toi de faire ma mignonne ». Dans cette exposition, il y a des œuvres qui sont à chaque fois visuelles et textuelles, quasiment. Et puis, il y a aussi des films. Il y a un film qui s'appelle « Voir la mer », où elle a filmé des Stamboliotes qui vont voir la mer pour la première fois. Ce film, il y a un générique dans lequel il y a le nom de la chef opératrice, qui est une star dans son domaine, Caroline Champetier, et elle est également créditée sur le cartel. Bon, toutes les œuvres, c'est plus une exposition, à mon avis, de graphiste qu'une exposition d'artiste. Mais enfin, ça, chacun aura l'appréciation qu'il veut. Ce qui est certain, c'est que ce qui est très important dans les œuvres, dans toutes les œuvres, c'est la typographie, le graphisme, les techniques d'impression, qui sont toutes quasiment convoquées. On a l'impression d'être dans un showroom d'imprimeurs. Hein. Il y a de la broderie, de la sérigraphie, gravée, enfin, etc. Le nom du directeur artistique qui a accompagné Sophie Calle pour cette exposition, qui est une star lui aussi dans son domaine, Christophe Brunkel, un grand directeur artistique, n'est mentionné absolument nulle part. Où est-ce que je l'ai trouvé ? Puisque je suis curieux, c'est dans le rapport d'activité du musée Picasso 2022, où il publie les appels d'offres qu'ils ont passés et les marchés qu'ils ont passés, et il y a marqué Christophe Brunkel
a été lauréat d'un appel d'offres pour la graphisme artistique pour l'exposition Sofical. Donc on parle de graphisme artistique. À partir du moment où il y a une intervention artistique, je trouve tout à fait anormal que le public n'en soit pas informé et que le directeur artistique en question n'en soit pas crédité. Oui, alors on va garder un quart d'heure pour un débat avec la salle. Vous aurez tous l'occasion de manifester votre accord ou vos désaccords avec ce qui a pu être dit ici. En tout cas, je prends bonne note. J'ai découvert aujourd'hui qu'il pouvait y avoir happening judiciaire et donc la procédure juridique pouvait avoir un côté artistique. Ça me renvoie à des souvenirs où mes professeurs m'expliquaient que le droit était un art. Bon, alors, qu'est-ce qu'un auteur? On est toujours sur cette question, puisque là, on voit bien qu'il y a des opinions divisées. Dans une école pour auteurs, futurs auteurs, qu'est-ce qu'on enseigne? Et surtout, comment vos élèves se perçoivent-ils? L'école d'art est en effet un très bon lieu pour observer la notion d'auteur. Et je vais en dire quelques mots, mais avant, je voudrais un peu à la suite de ce qu'a pu dire Stéphane Coréard, et peut-être en accusant certains traits, rappeler que pour moi, l'auteur est quelque chose qui existe entre la fonction et la fiction. C'est-à-dire que je viens d'une histoire, d'une formation qui a été très marquée par l'idée de la mort de l'auteur, hein, plutôt de la littérature et de la philosophie. Et vous savez, il y a ce grand texte de Foucault qui déclare la mort de l'auteur et que l'auteur est en somme une fiction commode qui est plutôt un outil d'assignation identitaire des œuvres, sinon ça serait un peu le bazar et ça permet comme ça de situer. Et de ce point de vue-là, il me semble qu'il y a un usage de la fonction auteur qui est assez proche de celui qui a été évoqué par la ministre à propos de l'intelligence artificielle quand elle parlait de cette start-up, c'est-à-dire que ça permet de contrôler, d'identifier. Et pour une part, je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre dans la notion d'auteur et que, en tout cas, les avant-gardes se sont quand même employés à remettre en question cette notion d'auteur. Je pense à ce très beau texte de Daniel Buren qui était évoqué par Stéphane Coréard, où il dit « Je voudrais pouvoir dire il peint comme il pleut ». C'est-à-dire cette idée qu'il y a quelque chose d'impersonnel. Donc il y a quelque chose d'impersonnel comme ça dans la création, ou bien quelque chose de collectif, comme le disait là encore Stéphane, et c'est la fameuse phrase de Lautréamont qui va servir un peu de mantra au surréalisme, la poésie dont on va beaucoup parler l'année prochaine, puisque ça sera le 100e anniversaire du manifeste. La poésie doit être faite par tous, non par un. Donc la notion d'auteur est très très loin d'aller de soi, et je pense qu'il faut d'abord l'envisager comme une fonction, comme une fiction, qu'un texte, un texte, une image, c'est produit par des conditions historiques, par un contexte, par une équipe, et qu'il y a d'abord un mélange d'impersonnel et de collectif qui est à l'œuvre dans la production, la création, l'avènement de ce qu'on peut appeler une œuvre, et qu'on a peut-être plus d'ailleurs tendance à appeler aujourd'hui une pièce. Et ensuite, l'école des Beaux-Arts, c'est vraiment un très beau lieu pour observer toutes les ambiguïtés et les difficultés de la fonction ou la fiction ou le fantasme de l'auteur pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en école d'art, on n'a pas des auteurs, on a des étudiants. Des étudiants qui se forment, qui sont en formation, mais au sens le plus dynamique, le plus actif, hein, comme on parle d'une terre en formation, donc qui se forment à l'ombre de la notion d'auteur qui est au plus près de son étymologie. L'auteur, ça vient du verbe augere, qui veut dire augmenter, augmenter et garantir. Et ils sont comme ça, sous cette... c'est un peu comme ça, le grand commandeur, comme ça, qui est l'auteur. Vous allez devenir des auteurs. Et d'un autre côté, quand un étudiant produit une pièce ou une œuvre, eh bien c'est une façon de mettre à nu ou de vraiment mettre au jour
le caractère le collectif de la production ou de la création. À qui appartient l'œuvre qui est créée par un étudiant en école d'art? Peut-on parler d'une œuvre? Il y a eu tout un collectif, il y a eu un dispositif pédagogique, il y a eu des enseignants qui ont donné des conseils, il y a eu des techniciens dans les ateliers qui ont accompagné le travail. Voilà, ça permet de mettre à nu cette espèce de complexité, de difficulté, etc. Deuxième remarque que je peux faire, c'est que autour de la différence entre donc moi, ça fait une vingtaine d'années que je dirige des écoles qu'on appelle tantôt école des beaux-arts, tantôt école d'art et design. Et ça renvoie quand même à une espèce de dichotomie ou de clivage historique qui s'institue vraiment au XIXe siècle, entre le système des beaux-arts, où vous avez un auteur qui va produire une œuvre autonome et qui va aboutir à l'art conceptuel avec une relation de subordination très forte de la technique et de l'exécution au concept et à l'idée. Et souvent, on fait un très mauvais usage quand on assigne l'origine historique de tout ça à Léonard de Vinci et à sa fameuse formule de la peinture. Et quand il dit peinture, donc c'est pittura, et c'est la représentation comme cosa mentale, c'est-à-dire comme chose le mental. Mais quand vous lisez les carnets de Léonard de Vinci, vous voyez très bien qu'il y a une relation dialectique entre, enfin, il écrit en substance la peinture naît dans l'esprit de celui qui la conçoit, donc elle est chose mentale, mais n'atteint la perfection que dans l'opération de l'exécution. Et donc vous avez une articulation dialectique qui est très très claire, et cette idée de coopération, ou en tout cas de co-auteur, entre celui qui conçoit, celui qui a l'idée, et celui qui exécute. Et de ce point de vue, le système donc, des arts décoratifs dans lequel je baigne depuis 5 ans que je dirige l'école des arts décoratifs, est assez passionnant parce que la technique, l'exécution n'y est pas envisagée comme subalterne. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que la part de la technique, en fait, est équivalente à la part de la théorie, qui est équivalente à la part, à la part de l'idée. Et qu'il y a vraiment cette relation dialectique, il n'y a pas de dédain ou de subordination de la technique, du travail de la main, etc., à l'idée. Et très intéressant aussi de voir ce qu'il advient aujourd'hui, par exemple, des métiers d'art, ou de tout ce qui est de côté du manuel, de l'exécution, du savoir-faire, qui a été totalement ringardisé pendant des années. Toute la politique, par exemple, culturelle des fracs, initiée par Jack Lang, va être extrêmement ouverte et généreuse à l'endroit de l'art contemporain, mais aussi va créer comme ça une structure d'exclusion qui déclare « ceci peut entrer dans le frac ou dans le musée ». Ceci, en revanche, ne peut pas y entrer. Et ce qui ne pouvait pas y entrer, c'était quand même beaucoup ce qui avait partie liée avec le travail de la main, une peinture très gestuelle. Et ça a eu quand même un effet très néfaste au plan politique, c'est-à-dire que ça a construit du ressentiment, ça a construit cette espèce d'hostilité à l'art contemporain, cet imaginaire de l'entre-soi. Mais au fond, c'était sur une prise de décision qui était l'application de la grille le moderniste et le conceptuel à une politique culturelle. Et tout ça, et qui a nourri tous les ressentiments, toutes les rancœurs, et pour le dire clairement aussi, toute l'extrême droite dans son discours contre l'art contemporain. Et aujourd'hui, moi je me félicite de voir qu'il y a un plan des métiers d'art, qu'il y a à nouveau la céramique, le geste, tous ces arts de la main qui reviennent. Et dans ce qu'on appelle historiquement
les arts décoratifs. Si vous avez une grande figure, par exemple, que je trouve absolument géniale, absolument contemporaine, qu'il faut lire et relire, c'est William Morris. William Morris, vous avez vraiment cette pensée aussi du geste sans aucune dévaluation de la technique, de la main, etc. Et voilà, à l'école des arts décoratifs, ce qui est vraiment intéressant, c'est que je pense que les artistes qu'on forme sont des artistes qui sont absolument conscients de cette dimension coopérative, plurielle, collective de la création. Et ça me semble voilà, un élément absolument fondamental. Et on peut ouvrir le débat ou peut-être non. Alors il y a cette dimension qui me semble voilà, extrêmement importante. Je pense qu'il y a aussi un élément à prendre en compte dans la complication de la notion d'auteur telle qu'on peut l'observer dans les écoles. C'est la dimension très hospitalière, très ouverte de ce qu'on a appelé l'art contemporain. C'est-à-dire qu'à un moment, vous pouvez exister dans l'art contemporain avec de l'écriture, avec de la musique, avec de la performance, avec évidemment de la peinture, de la sculpture, de l'installation, etc. Et donc, il y a toutes les formes d'art, tous les modèles de création, le protocole, la partition, la performance, avec tous les degrés de matérialité ou d'immatérialité de l'œuvre qui viennent compliquer toute cette notion d'auteur. Ce que je remarque aussi aujourd'hui, c'est évidemment le fait que les collectifs sont de plus en plus actifs. Les étudiantes et les étudiants travaillent de plus en plus ensemble à produire des pièces collectives et à intégrer aussi ce qui peut arriver dans leur vie. Je finirai peut-être là-dessus. C'est une très belle exposition qui a été vernie le samedi d'un artiste que j'aime beaucoup, que j'ai connu quand il était étudiant aux Beaux-Arts de Lyon, à l'époque où je dirigeais les Beaux-Arts de Lyon, qui s'appelle Jean-Alain Corre, qui avait un travail plutôt à la David Douard ou Camille Blatrix. Enfin, c'est donc un travail comme ça de sculpture, d'installation du côté d'une espèce d'archéologie du futur, un peu technologique, un peu organique. Et puis l'exposition qu'il présente, ce sont des dessins sur le tissu de formes qui évoquent beaucoup des mangas ou un dessin pour enfants. Et il avait un peu disparu. Là. Il avait disparu pendant 2 ans. Je vais le revoir et il me dit voilà, ce travail, je le fais avec Marin, mon fils. Voilà, je me suis mis à l'écart. J'ai été le père et ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de faire exister cette dimension de la paternité dans mon travail artistique, alors que cette question-là. Il y a un imaginaire aussi de l'artiste célibataire, de l'artiste sans famille, sans enfant. L'artiste non célibataire, c'est plutôt une figure qui est portée par les femmes. Voilà. Et donc, Jean-Alain Corre, il arrive avec ses œuvres qui sont en fait coproduites avec son fils, qui ont ceci de passionnant, c'est qu'elles reviennent, un peu pour revenir comme dans cette histoire du surréalisme, hein, c'est l'enfance de l'art, qu'elles reviennent à cette question de l'enfance, du geste premier. Et voilà, alors évidemment, il est l'auteur, mais il est l'auteur en tant que c'est une fiction ou une fonction pratique pour assigner l'œuvre et la classer, mais ce qui est à l'origine de l'œuvre, l'artiste, disons, est collectif. Je ne sais pas, peut-être qu'on peut le finir en... Voilà, en tout cas, l'artiste est pluriel, c'est lui, c'est son fils, c'est ses conditions de vie qui sont les siennes. Et pardon, non, un tout dernier mot ensuite sur l'embarras que peut susciter quand même cette figure un peu inhibante de l'auteur. L'auteur, c'est un peu le surmoi aussi dans les écoles d'art. C'est un peu voilà. C'est qu'elle me semble, par exemple, à certains endroits, comme l'endroit du design graphique, par exemple, vous avez tout ce qu'on peut appeler un graphisme d'auteur. Et les écoles d'art ont tendance à favoriser ce graphisme d'auteur où l'auteur le designer graphique va le signer. Et avec d'inévitables conflits, par exemple, moi j'ai créé par exemple une revue, aux Beaux-Arts de Lyon on a mis en place aussi une revue, et puis quand vous avez un graphiste auteur qui se saisit des images d'artistes auteurs,
ça peut être assez critique et assez tendu si chacun veut signer quelque chose en tant que l'auteur. Et il me semble qu'on peut faire exister d'autres figures que les figures de l'auteur. Par exemple, donc le designer. Le designer, c'est celui qui va être au service, comme ça, d'un usage. Ou bien l'éditeur, par exemple, est une figure, moi, qui m'intéresse énormément, c'est-à-dire une instance qui va agencer, qui va le distribuer, qui va organiser des choses, et qui n'est pas dans cette position un peu monologique, inhibante d'auteur. Alors, est-ce que vous souhaitez réagir aux propos des uns et des autres, ajouter des choses? Si on a le temps, mais sinon peut-être qu'il on a encore un peu de temps. Sacrifie le... Non, on ne va pas sacrifier du tout la salle. D'accord. Donc, bah oui, je voudrais juste pour peut-être compléter ce que j'ai dit et qui n'était peut-être pas assez clair, si vous voulez, c'est que moi, ce qui m'interroge aussi par rapport à l'évolution actuelle des arts visuels, c'est qu'il me semble que dans beaucoup d'autres formes de la création, on a un regard plus admiratif, je dirais, sur justement des personnalités qui cumulent ces fonctions de conception et de réalisation pour les Léonard de Vinci, que sont peut-être des chanteurs qui sont des auteurs, compositeurs, interprètes, ou des réalisateurs qui sont aussi leurs propres scénaristes, etc., qui me semble être une conception assez européenne de la culture. Et donc je suis surpris que dans les arts visuels, aujourd'hui on trouve au sommet précisément des créateurs qui ne cumulent pas ces deux fonctions, ce qui serait dans d'autres formes de création, à mon avis, totalement impossible. Parce que finalement, pour revenir sur la relation entre Catalan et Druet, c'est celle si vous voulez, d'un écrivain avec son ghostwriter, quelqu'un qui n'écrit pas son propre livre, mais qui raconte sa vie ou qui raconte une histoire à quelqu'un qui va l'écrire. Or, aujourd'hui, on n'imagine pas que Paul Sulitzer reçoive le Nobel, si vous voulez, ou reçoivent même le Goncourt. C'est-à-dire que si demain on disait que Modiano n'a jamais écrit un mot, mais qu'en fait il a juste raconté sa vie ou ses idées de livre à quelqu'un qui les a écrits, mais ce serait un scandale et on lui retirerait toutes ces distinctions. Or, c'est ce qui se passe dans l'art contemporain très largement, et ça n'a l'air de gêner pas grand monde. Je veux bien aussi juste rajouter un mot, c'est que le détour rapide par la Chine, par exemple. Quand vous voyez en Chine, dans la culture chinoise ou les écoles d'art chinoises, on va mettre l'accent sur la qualité de l'exécution. La notion, par exemple, d'original, elle n'a pas du tout la même grandeur qu'elle a ici. Un grand copiste est un grand artiste. Et cette question de l'exécution, de la qualité de l'exécution, elle est absolument primordiale. Et c'est vrai qu'en Occident, je pense qu'il y a toute une espèce de... C'est tout un système métaphysique dont on est héritier, qui va valoriser l'intelligible sur le sensible, donc la conception sur l'exécution. On va distinguer entre le génie et le talent, par exemple, le talent étant minoré par rapport au génie. Et on est vraiment pris dans toute cette hiérarchie de valeurs. Et je pense que la fonction auteur, elle est entièrement prisonnière dans ce qu'elle a peut-être de trop rigide, en tout cas de son incapacité à s'ouvrir dans le champ des arts visuels à la diversité des contributeurs, parce qu'elle est vraiment prisonnière de tout ce système métaphysique qui construit la psyché occidentale. Oui, non, moi je trouve c'est très intéressant parce que je reviens à mon sujet sur la question de l'originalité de l'œuvre. Une œuvre originale qui est donc, on l'a dit, cette forme de reflet de la personnalité de l'auteur, expression de la personnalité. Vous savez, cette notion un peu floue justement qui est bien le problème et qui, mais on le verra peut-être dans le débat, a des conséquences aussi dans un langage juridique d'un juge et un langage un peu esthétique prouvant donc l'originalité d'une œuvre par quelqu'un qui doit forcément justifier de cette personnalité du créateur, etc. Ce qui est d'ailleurs un vrai sujet dans la question des juridictions spécialisées où on voit
que certaines font de la résistance et ne s'embarrassent pas de ces propos, et d'autres qui essayent quand même d'avancer en termes on va dire, de raisons à justifier pour prouver l'originalité de créateurs. Mais je reviens à ça, c'est-à-dire que si on considère que l'auteur... Moi, je trouve ça très intéressant, l'expérience qui est évoquée, parce que est-ce que ça voudrait dire, entre l'idée et la forme, qu'à un moment, le reflet de la personnalité de l'auteur, qui est l'idée, c'est-à-dire l'œuvre originale, au sens, pas original, vous voyez, inédit ou nouveau, hein, on n'est pas sur cette conception-là, pourrait aussi se traduire par une originalité dans la traduction même de l'idée même de l'auteur. Est-ce qu'à un moment, on ne pourrait pas se dire que celui qui fait, pour des raisons peut-être de matériaux, c'est-à-dire de manipulation de matériaux, peut laisser aussi une empreinte. Ça que je trouve. Et du coup, ça bousculerait encore beaucoup la façon dont on pourrait justement attester de l'originalité ou d'une peut-être double originalité de l'œuvre. Parce qu'on pourrait se dire que l'empreinte de celui qui a conçu l'œuvre est telle, parce qu'elle reste, elle est le reflet de celui qui a fait, que c'est aussi une... Alors, peut-être que je divague complètement, pardon, mais comme je trouve que c'est un sujet vertigineux, vous ouvrez là encore des portes qui, en matière de droit, va percuter quand même encore plus. Voilà, enfin, c'était mon petit couplet, mais je trouve ça vraiment intéressant. Mais pardon, justement, je trouve que vous avez parfaitement raison de souligner ça. Il me semble que dans l'affaire Drouet-Catellane, justement, il y a un point qui a été assez peu commenté et qui, pour moi, est crucial par rapport à ce que vous venez de dire. C'est que la Nona Aura, c'est-à-dire cette sculpture de Jean-Paul II terrassée par une météorite, était une édition, je crois, de 8 exemplaires, comme c'est courant dans l'art contemporain. Daniel Drouet a réalisé, je crois, la première, la deuxième et peut-être même le troisième exemplaire. Ensuite, ils se sont fâchés avec Catellane, et donc Catellane a dû trouver quelqu'un d'autre, un autre sculpteur, pour faire les éditions suivantes. S'il avait été cohérent avec ce qu'il réclame, c'est-à-dire qu'il est l'auteur de cette œuvre et que Drouet n'en a été qu'un exécutant transparent d'une certaine manière, il aurait, à mon avis, dû renvoyer un fax à un nouveau sculpteur en disant « je veux faire Jean-Paul II terrassé », etc. Et le nouveau sculpteur aurait donc donné une forme qui aurait sans doute été légèrement différente. Or, il n'a pas fait ça. Il a évidemment donné, puisqu'il faut que cette fiction de l'auteur justement perdure, il a donné évidemment la réalisation de Drouet au deuxième sculpteur qui a copié le travail de Drouet. Et là, à mon avis, il s'est tiré une balle dans le pied, puisqu'il ne peut pas réclamer, de mon sens, pleinement la notion, la qualité d'auteur à partir du moment où il a fait justement copier la forme que Drouet avait donnée à son idée. Le temps est venu de donner la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Alors, je vois un bras qui se lève. Il faudrait que vous ayez un micro et, s'il vous plaît, que vous vous présentiez. Ah, pardon. Ah, voilà, chercher le micro. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Ah, la salle est pleine, c'est formidable. Bien, c'est vrai. Je suis Marie-Lise Gall, l'ayant droit de François Gall, qui a été longtemps un des administrateurs de la DAGP, mais ce n'est pas pour lui que je parle. J'ai longtemps été chargée du label Entreprise Patrimoine Vivant au ministère de l'Économie et des Finances, et j'ai découvert de nombreux soucis, de nombreuses difficultés pour les artisans d'art. Là, je ne parle pas des artistes, mais des artisans d'art qui sont aussi des artistes. Et là, j'ai découvert, et ça, il faut aussi le prendre en compte, que les maîtres verriers, eux, transcrivaient le petit dessin qu'un artiste lui donnait, un petit dessin formidable, pas de problème, mais qu'il aurait été incapable d'agrandir et surtout de transformer en vitrail. C'est ce qu'il y a de plus difficile. J'ai d'ailleurs suivi un stage de vitrail, justement, pour... Quand vous êtes au ministère et que vous voulez défendre les maîtres d'art, les artisans d'art, il faut aussi aller sur place, sur le terrain, et même parfois prendre la gouge, le marteau, le verre et travailler. C'est ce que mon père m'avait appris. Il m'a dit, bon, tu es dans ce ministère, va aussi sur place, descends, regarde comment il travaille. Alors, il y a des maîtres verriers qui ont travaillé durant des années pour des artistes et qui ont transformé leurs petits dessins en vitraux fantastiques. Il y a aussi des fresques
La même chose pour les fresques, parfois des plafonds. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Mais en tout cas, formidable vos interventions. Je veux bien juste dire un mot dans le. C'est pour ça, je l'ai dit peut-être trop rapidement, mais donc vous savez qu'il y a un plan sur les métiers d'art là qui a été mis en place, lancé à l'initiative du ministère de la Culture, et c'est très heureux parce que jusqu'à présent les métiers d'art étaient appréhendés sous l'angle de l'économie, c'est-à-dire que c'était porté par le ministère de l'économie et c'était l'excellence française, la façon dont ça pouvait contribuer à la mode, à l'économie, à la marque France, etc. Mais la culture ne s'en souciait pas parce qu'on vivait encore sur le régime de l'art conceptuel qui le minore, vraiment le exclut, en tout cas a longtemps exclu des CIMES, toute cette part d'art qui était celle de la matière et de la main. Et dans le système d'opposition hiérarchisé dont je parlais, il y a aussi une grande opposition qui est l'esprit versus la matière, et la matière étant le minoré par rapport à l'esprit. Et donc les œuvres de l'esprit auxquelles l'invention de la fiction d'auteur va être étroitement liée, cette fiction de l'auteur, elle a eu tendance à mettre de côté tout ce qui avait partie liée avec la matière. Or, la matière joue un rôle vraiment décisif dans une œuvre d'art. Et ça, je pense qu'on va s'en apercevoir d'autant plus en ces temps d'urgence écologique, qu'il va falloir qu'on intègre à notre système de pensée ce qu'on peut appeler les cultures matérielles, alors que toute la pensée de l'art est majoritairement informée par les cultures visuelles. Il y a d'autres demandes d'intervention. Vous ne voyez pas, vous? Oui, on m'entend. Bonjour, Mathieu Baudot, auteur-photographe, président de l'Union des photographes professionnels et aussi président de la sécurité sociale des artistes-auteurs. Alors, Monsieur Sirinelli, écoutez, j'ai adoré ce que vous avez présenté tout à l'heure au tout début du colloque. Limite, j'ai envie de retourner à la fac de droit. Moi qui n'ai pas aimé ça il y a une trentaine d'années, j'ai été vraiment subjugué par la manière dont vous avez présenté les choses et je voulais simplement vous en remercier. Donc prenez-le, c'est gratuit. Voilà. Je voudrais simplement revenir sur ce que vous présentiez les uns et les autres, notamment sur, donc, bien évidemment, le rapport entre l'auteur et l'œuvre, et d'insister sur cette notion d'originalité. On part normalement du principe qu'un auteur, à partir du moment où il crée son œuvre, il est créateur de son œuvre est originale. Et depuis un certain nombre d'années, on remet en cause cette originalité, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, et notamment le sens de votre proposition de loi, Madame la sénatrice. Et pourquoi y a-t-il cette remise en cause de cette originalité? C'est parce que tout simplement, il y a un certain nombre de personnes qui ne veulent pas payer. C'est un problème économique. Et ce qui se passe, c'est une histoire de fric, hein. Excusez-moi pour l'expression, ou d'oseille, de thunes, de blé. Mais le problème qui se pose, c'est que la justice, par l'intermédiaire des magistrats et donc des juges, entre quelque peu dans ce jeu. Il y a un côté spécieux quelque part, c'est-à-dire qu'ils se positionnent un petit peu comme des super critiques d'art, donc je vous prie de m'excuser, c'est-à-dire qu'ils prennent un peu votre place, monsieur Correa, et on se retrouve confrontés, nous, les auteurs, les artistes, avec un certain nombre de personnes qui veulent remettre en cause l'originalité de nos œuvres, simplement pour des simples problèmes de sous. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez éventuellement, qui fait partie de vos réflexions? En fait, c'est ça l'idée générale de mon intervention. Merci. Si j'ai été clair. Y aura-t-il une suite?
vous n'avez pas complètement tort, et en même temps, vous résumez peut-être un peu rapidement cette réalité qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, complexe. Mais sur le fond, ce qui pêche, c'est la difficulté pour les créateurs de prouver l'originalité de l'œuvre. C'est ça. Et quand on prouve, c'est-à-dire qu'à un moment, on est dans une procédure de défense, de contradictoire, qui fait que, eh bien, on doit aussi équilibrer le droit de la défense, et que cette proposition de loi était aussi pour démontrer que il fallait, et le CSPLA l'a vraiment bien dit dans son rapport, qu'il fallait équilibrer un peu, trouver effectivement un équilibre dans cette question-là. Alors, c'est une question d'argent, bien sûr, c'est une question d'argent. C'est une question de temps aussi, parce que au bout d'un moment, on voit bien qu'un certain nombre d'auteurs renoncent, parce que c'est long. C'est long. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, je l'ai peut-être dit un peu vite, et c'est ça qui me préoccupe beaucoup plus, c'est que ça peut être aussi, et vous le disiez très justement, la confrontation entre deux langages, qui peut-être d'ailleurs ne se comprennent pas. Le langage du droit juridique, parce que forcément un juge doit... et par cette proposition de loi, ça va être encore plus difficile, parce qu'il va falloir qu'il motive, sans doute. Donc il va falloir qu'il explique, qu'il explicite, qu'il y ait aussi vraiment une motivation, en tout cas un fondement motivé dans ce sujet-là. Et puis de l'autre côté, une forme de défense d'un langage plutôt esthétique, subjectif. C'est ça qui est complexe, en fait. Et c'est là où ce qui me préoccupe, c'est que j'observe que dans les juridictions spécialisées, et il s'avère que j'ai posé la question à un certain nombre dans des juridictions, à un certain nombre de juges, où on voit que finalement, c'est pour certains, c'est pas un sujet, et du coup, c'est réglé, quoi. Mais c'est pas réglé comme il le faudrait, parce qu'ils ne s'embarrassent pas de ça. Et pour d'autres, c'est plus... En tout cas, ils font des efforts pour essayer de faire valoir, en tout cas, ou les droits de la défense, ou en tout cas qu'il y ait un vrai dialogue entre le juge et du coup l'avocat, parce que c'est quand même lui qui à un moment défend aussi le créateur. Mais je trouve que c'est difficile. En même temps, j'ai pas apporté un jugement. Vous voyez, je peux avoir un avis, mais j'ai pas un jugement à apporter sur cette réalité-là. Ce que j'observe simplement, c'est que c'est difficile, et de plus en plus difficile aujourd'hui pour les photographes, effectivement pour les créateurs, de faire valoir leurs droits. C'est plutôt ça et donc la question se pose. Que faut-il faire pour essayer de pallier cette situation-là? Et cette proposition de loi, qui est cette modification du Code de la propriété intellectuelle pour équilibrer un petit peu les choses, y contribue. Mais je pense qu'il y aura vraiment d'autres pierres à mettre à l'édifice pour avancer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une première pierre. Mais au moins, elle crante quelque chose. C'est ce que vous disiez très justement, monsieur. C'est qu'à un moment, il y a une asymétrie, il y a une injustice, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas juste. Et cette question-là, elle doit être posée. Nous avons le temps de prendre une dernière question. Oui, j'aimerais réagir à votre intervention, Monsieur Correa. Merci. Parce que quand on voit dans l'histoire de l'art, en fait, la présence, je veux dire, de praticiens, de techniciens dans la réalisation d'une idée, il faut se rappeler que les fondeurs apposaient un sceau
la fonderie Sousse, la fonderie Godard. La même chose, moi j'ai travaillé à Pietrasanta et Carrare dans les ateliers de taille de marbre. Donc forcément, bien sûr, la réalisation d'une œuvre par la collaboration avec des metteurs au point, etc., c'est quelque chose de très important. Et donc que l'art contemporain, pour des questions de marché, en fait, on revient toujours à cette histoire de l'économique dans la situation actuelle. On sait que c'est un marché qui est de plus en plus spéculatif, qui veut en fait, gagner beaucoup d'argent en ne payant très très peu les créateurs. Donc merci d'avoir rappelé ce point. Alors, malheureusement, le temps est venu pour nous de clore ce débat, mais je voudrais, en vous écoutant très attentivement, il m'est venu une idée qui fait le lien, vous allez le voir, avec le panel suivant. Je reviens à Catalan. Vous nous avez dit tout à l'heure, mais il envoyait un fax. En gros, je voudrais une figure de... alors c'était le pape frappé par une météorite, hein, c'est ça. Et il est auteur. Bien. Supposons maintenant qu'il ne s'adresse pas à son façonnier, pour utiliser ces termes, et qu'il s'adresse à une machine d'intelligence artificielle. Il continue à être auteur ? Ben justement, j'avais un autre exemple, parce que ça peut marcher dans les deux sens. Par exemple, Andy Warhol a acheté l'idée de peindre des Campbell Soup. Donc l'auteur peut aussi acheter l'idée et être considéré comme l'auteur, ou il peut acheter la réalisation et être considéré comme l'auteur. Mais évidemment, si on parle d'intelligence artificielle, est-ce qu'il y aura bientôt aussi la main artificielle ? Donc finalement, on va se passer des auteurs. Et c'est bien d'ailleurs la question qui est posée par un certain nombre d'artistes. Par exemple, Nel Beloufa est en train de créer une machine qui fait des portraits, et elle marche. Hein, à partir de l'intelligence artificielle, fait des portraits de n'importe qui se fait photographier sur toutes les coutures. Et ça fait un tableau à la Garousse. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est assez spectaculaire. La question qu'il pose, c'est finalement, il n'y aura plus de limite à un travail d'auteur dans le temps qui peut même excéder la disparition de cet auteur. Parce que Picasso peut continuer, grâce à l'intelligence artificielle, on pourra continuer à faire des tableaux de Picasso bien après sa mort. Et la question que pose Nel Beloufa, c'est quid des auteurs qui vont suivre, parce qu'il faut assurer leur visibilité, leur financement, etc. Et on ne va pas rentrer dans ce détail-là, parce que c'est déjà le thème du non, mais c'est pour prochain. Nous avons fait le job en faisant la transition. Et si vous avez trouvé compliqué ce premier débat, vous allez particulièrement adorer le suivant.